encore une fois dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis très heureuse donc de vous accompagner pendant une heure. Nous sommes pendant la semaine du baccalauréat, donc on souhaite bon courage à tous nos bacheliers. J'espère qu'ils vont avoir toute l'énergie et toute la concentration dont ils auront besoin. Alors aujourd'hui, nous avons donc décidé de parler d'une thématique, c'est quand les mots se taisent. Donc nous allons parler de silence. Parler, c'est ce qui nous semble le plus naturel au monde. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, les mots restent parfois coincés au fond de la gorge. Est-ce de la timidité, une peur panique d'être jugé ou bien un blocage émotionnel profond? Eh bien, aujourd'hui, nous allons tenter de lever le voile sur ces silences forcés, comprendre d'où ils viennent et surtout comment les surmonter. Donc ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Donc nous aurons Dr Worklinda qui est excusez-moi. Donc alors Worklinda qui est orthophoniste et en neurosciences. Et nous aurons donc aussi Ibtissem Bousri. Elle aujourd'hui, elle a plusieurs casquettes et aujourd'hui elle sera donc avec nous en tant que coach. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Et dans la première partie, j'ai décidé de vous parler d'une petite tuile que nous avons tous dans nos placards et ça sera dans l'info du jour. Alors, donc voilà, très heureuse encore de vous accompagner pendant une heure. Et comme je vous l'ai dit dans l'info du jour, j'ai l'intention de vous parler d'une huile, donc l'huile d'olive. Cette huile que tout le monde raffole. Donc pendant un certain temps, pendant certaines années, elle était, on va dire, connue uniquement dans le bassin méditerranéen. Mais hélas, en fait, ou plutôt pour le bien-être de tout le monde, cette huile s'est diffusée et maintenant elle est consommée dans le monde entier. Donc l'huile d'olive, cette huile précieuse que l'on met dans nos salades, qu'on utilise en général même dans la cuisine, que ce soit la cuisine méditerranéenne ou même aussi dans notre cuisine du nord de l'Afrique, on l'utilise énormément. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes font des fritures avec, l'utilisent comme on utiliserait de l'huile de table. Alors il y a un petit peu des controverses, certains disent comme quoi elle n'est pas vraiment bonne une fois qu'elle a été cuite, il vaut mieux essayer de la consommer donc fraîche sans la cuire. Mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières recherches ont dit que l'huile d'olive pouvait être utilisée en friture à condition de ne pas dépasser plutôt une certaine température, c'est pas plus de 180 degrés de préférence, ou sinon on va perdre énormément de ses bienfaits. Donc 180 degrés, c'est-à-dire une petite cuisson à feu doux, ou alors par exemple on la mettra au four, on pourra bien entendu accompagner toutes sortes de gratins, toutes sortes de légumes, on pourra la mettre au four, donc elle ne perdra pratiquement pas de ses vertus. Bien entendu, à l'inverse, si on fait des fritures, là, bien entendu, elle perdra une partie. Il faut savoir qu'elle perdra juste une partie de ses bienfaits, mais quand même, il restera certains bienfaits. On sait très bien que l'huile d'olive est riche en antioxydants. Elle est riche aussi en vitamine E. Donc vraiment, c'est une bombe pour le corps. C'est vraiment excellent puisque, comme je vous l'ai dit, elle a énormément de vertus, énormément de vitamines et entre autres, surtout la vitamine E, donc qui est excellente pour la peau, pour les cheveux. Donc c'est une vitamine que l'on retrouve, on va dire, pas vraiment partout dans toutes les huiles, mais l'huile d'olive, c'est une huile qui en contient énormément. Donc voilà pour la cuisson, donc on a dit de ne pas dépasser les 180 degrés. Par contre, pour la conserver, est-ce que vous savez que de préférence, comment conserver son huile d'olive, c'est d'abord de la mettre dans des bouteilles en verre, de préférence. Éviter bien entendu le plastique et surtout quand je dis des contenants en verre, on va essayer donc d'utiliser du verre foncé, donc vert ou alors marron. On retrouve ce genre de bouteille donc avec on va dire une très faible transparence. C'est ce qui fait qu'on va garder tous les bienfaits de l'huile d'olive. Elle n'aime pas la lumière, donc la mettre dans des contenants foncés en verre de préférence et bien entendu à l'abri de la lumière et dans des endroits frais, ni trop chaud ni trop froid. Bien qu'elle supporte bien le froid, l'huile d'olive supporte absolument bien le froid. Donc voilà pour l'huile d'olive. Bien entendu aussi dernièrement il y a énormément d'artisans qui confectionnent des jarres, qui confectionnent énormément de contenants en terre. Ce que vous pouvez faire, c'est la mettre aussi dans des contenants en terre. Ça sera encore mieux puisqu'elle aura aussi toutes les vitamines et surtout les sels minéraux que contient l'argile de ces jarres. Voilà donc pour l'huile d'olive. Bien entendu, essayez de la mettre un peu partout, c'est excellent, surtout dans vos salades. Essayez aussi
aussi déjà pour vos enfants, essayez vraiment de leur faire goûter l'huile d'olive très jeune, de façon à éduquer leur palais, à apprécier cette huile, étant donné d'abord qu'elle est bonne, elle a un bon goût, sa saveur fruitée est excellente, et pour ses vertus. Voilà, donc elles sont plus à présenter. Elle a énormément de vertus. Voilà, ça c'était l'info du jour, donc dans votre émission Ma famille, ma vie. Et tout de suite, je vais recevoir donc mes invités pour la deuxième partie de notre émission où nous allons parler du silence qui en dit long. De retour sur notre plateau et j'ai le plaisir donc de recevoir mes invités, donc un plateau exclusivement féminin ce matin. Donc Work Linda, bonjour. Bonjour Mariam. Donc vous êtes orthophoniste, neuropsychologue. Effectivement. Voilà, donc ravi de vous recevoir. Vous êtes une habituée des plateaux. Merci. Donc, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, on vous présente. Un plaisir de me retrouver parmi vous. C'est toujours... c'est un plaisir, quoi. En tout cas, le plaisir est pour nous aussi. Et encore aussi une habituée de nos plateaux. Donc, nous avons Ibtissam Boursi. Bonjour. Bonjour. Mariam, je suis ravie d'être parmi vous en compagnie de Linda. Et puis, en cette période qui est un peu spéciale, et tu m'as parlé de l'huile d'olive. Franchement, j'ai déjà faim. Ça y est, je t'ai mis l'eau à la bouche. Ah oui, oui. Voilà, c'est vrai que l'Algérie est nous sommes un peuple qui consomme énormément d'huile d'olive. Et on dit souvent que les causes des maladies, c'est un peu le fait de s'être éloigné de notre régime méditerranéen, voilà, qui est un trésor. Absolument. Et ce que j'avais omis aussi de dire donc, tout à l'heure, c'est que nous avons eu énormément de prix à l'international. Oui, et le premier prix aussi, je pense. Donc l'huile d'olive a été primée, l'huile d'olive algérienne a été primée à l'international. C'est une fierté, n'est-ce pas? Oui, c'est une fierté. Voilà. Donc nous allons, comme je vous l'ai dit, parler du silence, des non-dits. Ça peut paraître un trait de caractère, mais des fois, au contraire, c'est vraiment un problème que peut avoir la personne. C'est que pourquoi est-ce que les mots ne sortent pas? Il y a des moments où les mots comme ça se bloquent. Au fait, il faut comprendre que les mots se bloquent. Il y a plusieurs facteurs qui provoquent ce blocage. Donc il y a le facteur physiologique, il y a le facteur psychologique et le facteur linguistique aussi. Donc, pour donner plus d'explications aux facteurs cités, donc par exemple, en disant physiologique, par rapport au blocage, ce qu'on appelle le bégaiement, trouble de bégaiement. Donc, c'est un trouble de la parole, donc qui touche la fluidité de la parole. Donc, que ce soit sur une syllabe, mot ou même phrase parfois. Donc, où l'individu ou bien la personne n'arrive pas à être fluide, à entendre une parole fluide, donc auquel il y en a plusieurs, c'est-à-dire des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs psychologiques tels que l'anxiété, un surmenage d'émotionnel qui provoque ce genre de fléau. Voilà. Donc ça, c'est pour le bégaiement. Ça, c'est pour le trouble de bégaiement, c'est c'est-à-dire le facteur physiologique.
en général. On a aussi psychologique, donc ce que je viens de citer, c'est la surcharge émotionnelle, telle que l'anxiété, le stress, auquel l'individu n'arrive pas à gérer cette anxiété, provoquée parfois par la société, donc par peur de se faire juger. Parfois, l'individu, il fait l'auto-jugement, préjugement, quoi. Donc, il n'arrive pas, c'est-à-dire à entamer une communication fluide par peur d'être jugé, par peur de regard des autres. Et ça va, c'est-à-dire, donner un impact psychologique lourd sur l'individu. Et voilà, c'est stressant pour lui et le blocage est là, présent. Voilà. Et on a aussi un facteur linguistique, parfois par un manque de langue, parfois lexique. Donc on n'arrive pas, il y a ce qu'on appelle le manque du mot. Donc on n'arrive pas à trouver le mot afin, c'est-à-dire de l'entamer dans le contexte. Et puis voilà. On a même aussi des facteurs neurologiques tels que troubles de la dysarthrie. Donc c'est une pathologie, on va dire, neurologique qui touche l'articulation de l'individu, donc que ce soit sur le son, donc les sons, les syllabes, donc ce qu'on appelle la parole robotisée en quelque sorte. Et là, le blocage est présent aussi chez eux, voilà, en général. Donc, Ibtissam, nous sommes une société assez pudique, il faut le dire, que pendant très longtemps, où ça a été un petit peu la caractéristique de notre société, c'est ne pas trop exprimer donc ses sentiments, ses ressentis. Il y a cette espèce de pudeur que nous avons toujours eue. Oui, absolument. Donc, juste si tu me permets, Marie, je voulais juste rebondir ce qu'a dit Linda par rapport. En fait, j'ai souvent la même expression qui revient quand j'accompagne des personnes pour prendre la parole en public et tout ça, pour se débloquer un peu. Et ils me disent, en fait, j'ai des idées dans ma tête, mais j'arrive pas, en fait, à les traduire en mots. Et ils font toujours ce geste. L'idée, elle est là, mais j'arrive pas à la traduire en mots. Sortir les mots, c'est le plus dur. Exactement. Et donc là, très souvent, les idées dans la tête, elles sont pas structurées. Il n'y a pas un enchaînement. Un enchaînement, tout à fait. Voilà, logique. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas... nos idées sont floues dans notre tête. Donc, comment les transmettre? Donc, il y a des choses sur lesquelles on travaille. Et puis, voilà, revenons sur la pudeur. Oui, j'ai un exemple pratique. Par exemple, il y a des managers qui ont du mal à parler en réunion. Enfin, ils ont le bagage et tout, mais ils n'arrivent pas à parler. Il me dit, par exemple, moi, je me dis, c'est mal poli de prendre la parole comme ça. C'est mal poli de couper une personne qui parle. Moi, je trouve que c'est une question de politesse et tout, parce que nous, dans notre famille, on est bien élevés, etc. Voilà. Alors là, j'explique que non, en fait, la communication et la politesse, ce sont deux choses différentes. On peut communiquer tout en étant poli, il n'y a pas de souci, tout en restant pudique, voilà, comme tu l'as si bien dit, Myriam, sauf qu'il y a des techniques, il y a des façons de, entre guillemets, prendre la parole. Si une personne parle, on peut, par exemple, rebondir, on peut, voilà, il y a des méthodes comme ça pour reprendre la parole tranquillement, sans paraître mal poli. Voilà, donc c'est pas... Et puis, j'ai un deuxième exemple juste qui me revient. Alors, on était en conférence, ça fait quelques jours de cela, et en fait, on a un timing à respecter. Et la personne a commencé à parler, elle ne faisait pas partie des intervenants. Et ça prenait du temps. Et nous, en fait, on voulait pas la couper, quoi. Ça aurait été mal poli. Voilà. Donc, l'animateur qui était à côté de moi, il a pris un micro virtuel. Il a pris comme ça le micro virtuel et l'a donné à l'autre intervenant avec le sourire. Et voilà. Et ce sont, des façons de rester poli tout en communiquant. Absolument. Voilà. Ce que je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs, donc, qui peuvent nous appeler au 021 23 98 91. Donc, le standard est ouvert. Vous pouvez donc participer à notre émission en posant des questions donc, à nos spécialistes qui sont avec nous sur notre plateau de Ma famille, ma vie. Donc, je voulais encore on va rester un petit peu donc,
pas vraiment dans la définition, donc on sait un petit peu comment le blocage survient, d'où ça peut venir, il y a énormément de causes. Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est un trait de caractère? Il y a des gens qui sont taiseux et d'autres plutôt qui sont volubiles. Est-ce que c'est uniquement un trait de caractère ou ça peut cacher quelque chose de plus profond? Oui, ça peut être un trait de caractère, comme ça peut, c'est juste un blocage par manque d'hésitation. Genre, ça fait pas partie de la personnalité de cet individu. Genre, le fait d'avoir une sorte d'hésitation, un manque d'affirmation en soi, le blocage est présent. Et comme ça peut être un caractère où la personne est timide, elle n'anticipe pas, elle a pas elle n'ose pas commencer ou entamer une discussion, donc c'est des préjugements qui se lancent sur elle, donc elle va dire que peut-être si je vais commencer, l'autre comment elle va me voir, est-ce que j'arrive déjà à m'exprimer ou bien à transmettre mes idées enchaînées comme elle vient de citer, donc il y a toujours, on se lance une sorte de préjugement avant déjà de se lancer, de passer l'exécution. Donc au fait cette peur, bien ce stress-là, fait ce blocage. Donc ça peut être un caractère, comme c'est juste un blocage propos on connaît des personnes de qui sont extraverties, il y en a d'autres qui sont extravertis, donc de nature, il y en a qui ont déjà la chance qui ont cette facilité à prendre la parole, à parler en public aussi, donc entamer même des discussions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entamer des discussions, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a toujours un lien entre l'affirmation et la confiance en soi. Donc on trouve les personnes qui entament facilement, donc ça prouve qu'une personne qui a assez de confiance en elle, elle est très libre, donc elle n'a pas peur des regards des autres, donc elle a ce courage-là à commencer et entamer une communication. Et pour l'autre, peut-être c'est un peu difficile, donc par peur toujours, par un manque de confiance. Parfois on a aussi, il y a le côté linguistique, on a ce qu'on appelle le manque de lexique, donc ils vont dire que peut-être c'est pas le bon mot, donc c'est pas le bon contexte, c'est-à-dire on fonctionne pas ce mot-là dans le bon contexte, donc voilà, donc c'est à propos de ça en général. D'accord. Donc nous avons Donc nous avons donc un appel téléphonique, c'est Rachda Saad Hellel, donc qui nous appelle. Bonjour Rachda. Bonjour madame. Bonjour. Donc vous êtes psychologue de formation? Oui, je suis psychologue, psychothérapeute, schémathérapeute. D'accord. Très bien. Je voulais juste donner mon avis concernant le silence d'un côté psychologique. Il faut savoir tout d'abord que chez l'enfant comme chez l'adulte, le silence n'est pas choisi, il n'est jamais choisi. C'est une forme de protection. Quand une personne est submergée par émotions négatives, un stress et tout, le cerveau active une forme de repli. C'est ce qu'on appelle souvent comme une inhibition sociale. Très bien. Le choix de cette silence n'est pas conscient. C'est une manière pour le psychisme de se défendre. C'est presque comme si on parle en silence. C'est une façon de se communiquer avec les autres. Pour comprendre le silence, il faut souvent remonter ou bien revenir à l'enfance, là où certains besoins émotionnels essentiels n'ont pas été suffisamment comblés, comme d'être écouté, valorisé, rassuré et tout. Parce que quand l'enfant apprend que ses émotions dérangent et ne sont pas accueillies, une fois adulte, il devient cette personne ou bien cet enfant devient celui qui garde tout pour lui. Il n'arrive pas à se confier, il se tait, il n'en parle pas de ses choix. C'est presque une façon aussi de se défendre, comme je viens de le dire. Mais aussi, c'est une stratégie de survie, si on peut dire ça. Quand l'enfant n'est pas écouté, c'est une stratégie de survie. Le silence, comment devient ici une stratégie. Donc c'est une stratégie qu'on emportera jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et bien, on trouve aussi des enfants qui vivent une altérance, attention et rejet. Une fois adulte aussi, on peut
vouloir parler, mais on se trouve bloqué, paralysé par la peur de mal dire, de ne pas être à la hauteur ou bien de ne pas être compris, être abandonné. Le silence ici devient comme une carapace contre la honte. Parce que si je préfère souffrir, je préfère ne rien dire que être humilié. C'est une stratégie aussi, c'est une façon de se défendre aussi. On trouve aussi des personnes avec une difficulté majeure, voire même un mutisme émotionnel. Ce sont des personnes qui ont vécu vraiment des traumatismes psychologiques pendant l'enfance, des expériences de peur, aussi des maltraitances intenses. En clinique, en psychologie clinique ou bien en psychopathologie, on peut associer le silence aussi associé à certains troubles comme le mutisme sélectif chez l'enfant. On trouve des enfants qui n'arrivent pas à communiquer avec les étrangers, n'arrivent pas à l'école. Justement, donc il y a certaines mamans qui disent quand mon enfant est avec moi à la maison, il parle énormément, mais en fait à l'extérieur c'est le silence radio, il ne parle absolument pas. Voilà, ce sont des enfants malheureusement qui souffrent de maltraitance vraiment, d'une anxiété, d'un style d'attachement dysfonctionnel à la maison. Ils n'en parlent pas hors maison ou bien avec des étrangers. C'est un trouble qui s'appelle le mutisme sélectif chez l'enfant. On trouve aussi des personnes, des artistes qui souffrent de dépression, de trauma. Le silence existe vraiment. On peut dire que le silence ici, c'est un indicateur clé d'une souffrance. Et pour savoir ça, il faut se poser la question, est-ce que le silence fait souffrir la personne ou bien est-ce qu'il isole la personne, l'empêche de vivre? Parce qu'il y a le silence choisi et il y a le silence subi ici. Si oui, il faut tout simplement et directement accompagner la personne. La prise en charge ici vise à ne pas forcer la personne à parler. Parce que concernant la prise en charge, ce n'est pas de laisser la personne parler. Au contraire, il faut créer les conditions, la sécurité qui laisse la personne faire le premier pas vers la communication. Parce que ce sont des personnes qui en souffrent en silence, qui ont un blocage émotionnel. Et notre travail ici est de faire ou bien de débloquer ce blocage émotionnel. Et il faut aussi, la bonne chose, il faut aussi distinguer le silence lié à une blessure ancienne ou bien précoce dans les périodes d'enfance et tout, et le silence choisi avec le temps, parce qu'il y a des personnes avec le temps qui apprennent ou bien certaines personnes développent un silence apaisé. Je préfère me taire parce que je ne suis pas obligée de répondre. Je cherche la paix intérieure. C'est une forme de maturation, si on peut dire ça. C'est une forme de maturation en silence. D'accord. Très bien, très bien. Merci, merci donc beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc, voilà. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir, Rachida. Merci. Voilà, donc on a vu un petit peu certaines formes de silence. C'est que pratiquement tous les silences ont une origine, on va dire, dès l'enfance. Alors une origine qui nous amène à l'enfance. Et certains troubles, certaines comme elle disait, donc maltraitance. Tout à fait. Donc y a-t-il des différentes manifestations du silence forcé? Oui, il y en a des différentes manifestations. Donc, quand l'enfant, ce qu'elle vient de dire, Madame la psychologue, elle a cité un point essentiel, c'est l'enfance. C'est quand l'enfant il se sent humilié, il se sent pas en sécurité. Donc l'enfant, quand on n'a pas cet environnement rassurant, donc ça encourage pas à s'exprimer, ça s'encourage pas, c'est-à-dire à lancer un débat. Donc il faut toujours créer un environnement. Et ça commence par la famille. Donc la famille joue un rôle crucial pour gérer ce problème-là. Donc de la timidité excessive chez un enfant, ça sous-entend un problème psychologique. C'est un problème psychologique généralement. Donc quand l'enfant est humilié, quand l'enfant est souvent critiqué, par exemple, on lui crie dessous, non, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de t'exprimer, par exemple, s'il n'est pas content, s'il n'est pas en accord, je sais pas, dans une situation, donc il manifeste ses expressions, ses émotions. Donc il y a une
des familles, on va dire, provoquent et qui donnent un impact négatif sur ce... Ouais. Très bien. Donc, oui, juste pour compléter, je pense que tout a été dit. Donc, il faudrait peut-être que les familles laissent l'enfant prendre l'initiative en parlant de la communication en externe. Parce que, par exemple, un exemple tout simple, on rentre dans un magasin. Laissez l'enfant choisir avec nous, laissez l'enfant peut-être payer le petit biscuit ou je ne sais quoi. Juste ces petites interactions au quotidien peuvent en fait mettre à l'aise l'enfant. Donc, Ibtissam, ce sont des gestes très simples. Ce sont des gestes très donner simples. de la confiance au Voilà, petit, il va avoir de la confiance, il va savoir ce qu'il va dire au monsieur. Enfin, il va s'entraîner. Voilà. En fait, le rôle de la maman est crucial en ce qui concerne déjà cette communication. Parce que dès qu'on parle de silence, on parle de communication. Bien sûr, de toute façon, le silence est une forme de communication. De communication. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en communication. Et puis, le rôle de la maman est crucial, il est très, très important. Donc, si par exemple, l'enfant fait une erreur à la maison, il fait une bêtise, et qu'on ne lui explique pas sa bêtise. Quand par exemple, on lui crie dessus, quand on l'envoie, on va dire on va le punir. Faire ça, voilà, bon, ça nous arrive, on est parents, mais il faudrait être critiquer aussi. Bien sûr, la critique. Donc, au lieu de critiquer, dire voilà ce que tu as fait, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses la prochaine fois. Viens, on va faire ça ensemble. Et l'enfant pourra prendre l'initiative, pourra avoir confiance en lui. C'est très, très important. Donc, au lieu de crier, de critiquer, même si on crie dans un premier temps, mais après réparer cela et montrer le chemin à l'enfant. J'aime bien Ibtissam, tu me dis on reste parents, on sait très bien que de temps en temps la colère nous gagne, on perd patience, on peut comme ça hausser le ton, ça peut passer, mais rapidement essayer de se rattraper et créer donc cette communication, expliquer à cet enfant. Justement, voilà. Donc, on a dit les différentes manifestations. Donc, si on a un enfant qui est extrêmement timide, donc il y a lieu de s'inquiéter. Il y a aussi l'anxiété sociale aussi. Donc, oui, il y a l'anxiété sociale. Donc, l'anxiété sociale, c'est un cumul de stress. Au fait, quand on a des idées, on revient toujours au préjugement. C'est-à-dire comment l'autre me regarde, comment l'autre... l'opinion de l'autre est très importante avant que mon opinion. Genre, on se donne toujours la priorité à la deuxième personne. Quand on n'a pas cette confiance, cette hésitation, ça provoque des blocages. Donc, quand la personne, toujours, je la vois en tant qu'une personne en tant que personne juge, qui va me donner des jugements, que ce soit positifs ou négatifs. Là, ça provoque aussi ce blocage-là et parfois même le silence. Donc, on préfère de rester silencieux que d'entamer, que de parler. Le blocage, il y a cette parole, mais il n'y a pas la continuité. Donc, parfois, on perd les idées, parfois on a peur du préjugement. Donc, peut-être mon opinion n'est pas assez convaincante par rapport à l'autre personne. Et le silence, c'est le silence quand on a carrément peur. On n'arrive même pas à entamer une discussion. Ça veut dire c'est carrément j'ai peur de l'autre personne. Je préfère de garder mon silence, une sorte de protection. C'est un mécanisme de défense auquel je le provoque pour me protéger. Il y a aussi donc la dépression, certaines dépressions, on va dire, mènent vers ce mutisme, vers ce silence aussi. Tout à fait. Donc il y a certaines dépressions qui provoquent ce mutisme ou parfois même ce blocage ou l'isolement carrément. Donc l'individu, quand il passe dans une phase de dépression, donc il préfère de ne pas parler, de ne pas... Donc c'est ça, l'isolement, c'est ce qu'on cherche, c'est essayer de ne plus voir personne et de ne plus parler. C'est surtout peut-être cette parole aussi. Donc, c'est-à-dire il y a un manque d'intérêt, on va dire. Il y a un manque d'intérêt, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de voir qui que ce soit, donc... Voilà. Donc, on rappelle le numéro de téléphone. Vous pouvez donc nous appeler au 021 23 98 91. Donc, on est là pour prendre vos appels. Ibtissam, donc vous en tant que... Je te tutoie.
Donc toi, on est en famille. Exactement. Donc en tant que coach, tu rencontres donc beaucoup de personnes. Donc c'est le principal, on va dire, l'intérêt le plus important que donnent les personnes, c'est essayer d'apprendre à parler, à prendre la parole. Exactement. Donc je peux vous citer des cas pratiques. Donc par exemple en parlant de anxiété sociale, donc j'ai une étudiante en fait qui me disait je ne peux même pas poser une question à l'enseignant. Quand je suis en examen, qu'il y a un amphi qui est rempli et que moi je traverse l'amphi, je me sens mal à l'aise. Quand il y a un groupe d'étudiants de révision aussi, j'arrive pas à m'intégrer, etc. Et là, on avait en fait travaillé avec son papa qui m'a dit que en fait on a surprotégé notre fille et qu'elle a tout le temps peur de poser des questions et tout. Donc on a travaillé sur la perception, sa perception dans son environnement et comment elle voit son interaction avec les autres. Alors il y a un cas qui revient très très souvent, c'est les cadres, les managers, j'ai dit aussi les étudiants. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'ils me disent j'ai changé. Avant, je prenais la parole facilement au lycée, etc., quand j'étais plus jeune. Oui. Et quand, voilà, il y en a même qui m'ont raconté, ma soutenance était super. Il y avait tous les étudiants qui avaient assisté. Moi, j'étais confiante, je m'en rappelle et tout. Et après, au fur et à mesure des années, pendant en fait l'évolution professionnelle, ces personnes-là ont mis un masque et elles se sont mises à avoir peur en fait de perdre leur statut en tant que manager. Ils se disent, moi, je vais être jugée, je n'ai pas le droit à l'erreur, donc je ne peux pas trop être détendue quand je prends la parole en réunion, etc. Donc c'est vraiment une perception qui a changé. C'est des blocages qui se sont instaurés tout au long de la vie professionnelle. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Et donc très souvent, on travaille sur la perception qu'ont ces cadres, employés, managers sur eux-mêmes et sur les autres. J'ai dit, si vous avez l'impression que tout le monde est là pour vous juger, vous n'allez jamais pouvoir communiquer avec fluidité, voilà, que les personnes sentent votre dynamisme. Parfois, il y a des facteurs d'un vécu. Voilà, exactement. En fait, pour l'individu qui provoque ce genre de blocage. Oui, donc, parfois on trouve il y a des problèmes de couple. Justement, voilà. surtout quand on a ce qu'on appelle compétence déjà bien avant, elle est déjà installée. Mais le fait d'avoir c'est-à-dire un vécu, il y a un vécu quand même qui a donné un impact psychologique. Donc le fait de toujours, c'est-à-dire on n'est pas libre, on n'a pas pu pouvoir, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est pouvoir se libérer de ce vécu-là, ça provoque les blocages. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne réservée d'une personne qui est, on va dire, trop silencieuse, on va dire un silence qui peut-être pourrait en dire long. Ça serait par exemple un blocage. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? En fait, ça se voit sur le comportement généralement. Donc, d'accord, comment qu'on les reconnaîtrait? Quand on est spécialiste, on a ce qu'on appelle justement, on n'est pas spécialiste. Justement. Là, donc on a le sens d'observation, donc on voit la personne qui est gênée. Il y a ce qu'on appelle elle peut même elle-même, c'est-à-dire exprimer ses ressentis. Par exemple, une personne pareille nous dit que voilà, j'ai des tachycardies, je sens des palpitations, mes mains toutes mouillées, je sens que j'ai une voix tremblante, donc et ça se voit sur le plan comportemental. Donc et je veux vraiment me débarrasser de ça. C'est ça l'anxiété. D'accord. Et pour une personne réservée, non? Pour une personne réservée, elle est tranquille, elle est calme. C'est un caractère. Ça fait partie de son caractère. Elle est très observatrice. Donc, au contraire, elle a le sens de l'écoute qui est bien installé. Donc, elle observe, elle écoute. Parfois, elle dit quelques mots, une phrase, mais une phrase qui a vraiment du sens lourd, quoi. Donc, et c'est là où on fait... Généralement, c'est ce genre de personnes, comme on dit, ils parlent peu et bien. Ils nous sortent comme ça. Ils ciblent bien leurs mots. Même les enfants aussi, il y a énormément d'enfants qui sont là comme ça. Caractère, donc ils sont silencieux, en train de jouer, et après ils se retournent vers les parents, ils sortent une phrase. Et je leur dis toujours que ce sont des enfants qui ont une sorte d'intelligence sociale un peu élevée. Ils sont plus éveillés que d'autres parce que ce sont des enfants observateurs, donc ils observent que ce soit les adultes, que ce soit les enfants de leur âge. Et puis c'est des enfants qui ont assez de confiance en eux.
parfois même audacieux, hein, dans le Oui. contrôle des enfants qui ont cette certitude en eux. Et c'est un point positif pour moi. Ils Je vois que corrigent c'est les un parents parfois. Voilà. Ils des corrigent parents, les des parents. Ils se permettent de spécialistes, corriger. des spécialistes, des enseignants. Voilà. Donc, pour moi, c'est une sorte d'intelligence. Après, bien sûr, il faut toujours tracer des limites à un enfant, un bon comportement et un mauvais comportement bien pour ne entendu. pas rentrer dans le cadre mal poli et ainsi de suite. Voilà. Donc, un enfant qui a été élevé dans une famille silencieuse, les parents sont très silencieux, on va dire qu'il n'y a pas une bonne communication dans le couple, est-ce que cet enfant va souffrir et lui-même va avoir, on va dire, des séquelles? Absolument, absolument. Donc, quand on est dans un entourage qui ne favorise pas la communication, qui favorise pas, c'est-à-dire qui ne donne pas la parole aux autres, ça va quand même influencer sur le plan négatif. C'est-à-dire l'enfant, il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'y a pas cette écoute. Donc l'enfant, il n'arrive pas à dire ou bien à exprimer ses émotions telles qu'elles sont, par peur de ne pas être écouté, par peur de mes parents, la réaction de mes parents, comment elle va être, est-ce que les parents sont un peu durs, est-ce qu'ils vont le punir, et ainsi de suite. Donc il y a toujours... C'est pour ça on dit que quand même la communication est très importante dans la famille. Donc on commence avec la petite famille, donc papa et maman. Ensuite c'est la grande famille, ensuite c'est l'entourage. Et plus on renforce, plus on a cette confiance en soi, plus on a cette communication, on arrive à débattre, on arrive à exprimer nos opinions. On a une certaine, on va dire, des arguments, un enchaînement d'arguments. Et puis voilà. Donc, il y a aussi donc l'école aussi qui peut être un endroit, on va dire, un lieu favorable où par exemple le harcèlement ou les moqueries peuvent en fait mener ces enfants certains enfants vers le silence. Oui. Donc je crois souvent les parents qui disent à la maison il est épanoui, il peut jouer avec son frère, il a cette certitude, mais en classe c'est toujours l'enseignante qui dit que voilà votre enfant il participe pas, il n'arrive pas à avoir des bonnes notes, il n'arrive pas à suivre. Et on se demande toujours comment il est. Est-ce qu'il est épanoui en classe? Est-ce qu'il est bien? Il est à l'aise? C'est-à-dire il n'y a pas d'autres personnes qui l'embêtent? Est-ce qu'il n'y a pas... c'est-à-dire il n'était pas mis dans des situations où il se sentait dans la gêne. Parfois même les enseignants, quand on a un enseignant un peu dur, un enseignant qui veut s'imposer, qui veut vraiment... mettre la discipline en classe, donc tellement il est dur. Donc les autres enfants, c'est la perception. Exactement. C'est ça, c'est en revenant toujours. C'est le mot exactement. C'est comment l'autre, il va traiter la deuxième personne. C'est-à-dire quand on a un enseignant qui est dur, on n'osera même pas. C'est le silence total. On n'osera même pas, même si on a une bonne réponse, on n'osera pas la donner. Voilà, on n'osera même pas la donner. Donc par peur, la réaction de notre enseignant. Peut-être l'enseignant était un peu brusque avec eux. Voilà, il utilise parfois des mots mal placés, c'est juste pour humilier les enfants. Alors non, il faut prendre en considération que chaque individu, même en étant jeune, on a ce qu'on appelle cette personnalité. On a ce qu'on appelle, on veut faire des limites à cette personne. Genre on ne dépasse pas les limites avec cette, même s'il était un enfant. Exactement. Voilà. Donc on doit respecter la deuxième personne qui est à côté de nous. On écoute, on donne de l'écoute, on donne de l'attention, on accorde de l'attention. Et c'est ça qui renforce. Y a-t-il des enfants qui sont, on va dire, un peu plus, plus sensibles à ce genre, par exemple, de tomber dans le silence que d'autres? Oui, généralement, ce sont des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Oui, d'accord. Et donc en fait, c'est leur sensible, sensibilité. Voilà, c'est être sensible, c'est par rapport aussi le vécu dans l'entourage. Comment les parents éduquent. Voilà, c'est toujours l'entourage. C'est comment les parents éduquent leur enfant. Est-ce que cet enfant est écouté? Est-ce que cet enfant, il arrive à être épanoui déjà dans sa propre maison, avec papa et maman, avec ses frères, avec ses sœurs?
Quand on parle du harcèlement scolaire, il faudrait peut-être justement écouter l'enfant. C'est en écoutant l'enfant et puis l'adolescent raconter son quotidien qu'on peut l'accompagner. Il y a des petits trucs comme ça quand l'enfant il dit on m'a volé mes stylos, on m'a pris ceci. On ne prend pas généralement en considération. On sous-estime. Les camarades ont rigolé, ils m'ont regardé d'une certaine façon, ils ont commencé à rigoler, etc. Ça paraît rien du tout. Mais on peut accompagner l'enfant pour lui donner des compétences pour qu'il y ait une riposte, pas une riposte violente, non. Comment est-ce qu'on peut réagir face à cette situation? Il va grandir en sachant comment réagir avec ses camarades, éventuellement comment réagir avec l'enseignant. C'est très important. Donc, on revient toujours au rôle de la famille dans un premier temps. Effectivement. Donc vraiment, le noyau familial peut favoriser des enfants qui ont cette facilité à s'exprimer, alors que le contraire. Le blocage, c'est le contraire. Donc, quels sont les chemins vers l'expression? Alors, les chemins vers l'expression, ils sont nombreux, c'est bien, ça va. C'est rassurant quand vous dites les chemins, ça veut dire qu'il y a beaucoup de solutions. C'est déjà la première des choses, c'est de créer un environnement rassurant. C'est quand on donne l'occasion, que ce soit un enfant, un individu, un adulte, c'est de le mettre, c'est-à-dire à l'aise, quoi. Se sentir à l'aise, ça a permis de s'engager, de faire cet engagement, de communiquer tout en liberté, sans se lancer des préjugements. Ça, c'est le plus important. Alors, on va donner un petit peu une situation pratique. On rentre à la maison, on est débordé, on a eu une journée de fou. Bien entendu, boulot, circulation, on arrive à la maison, c'est bon. Tout le tralala. Voilà, tout le tralala. Alors, généralement, nous, les mamans, quand on arrive, on a encore une deuxième journée qui s'annonce. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Est-ce qu'il faut prendre 5 petites minutes, laisser tout de côté et prendre 5 minutes notre enfant, même qu'il soit petit ou un peu plus grand, le poser et lui parler, on va dire, 5 petites minutes? Moi, je leur dis généralement pas tout de suite. Quand même, on a le droit de prendre un petit souffle quand même, quand on a bien entendu. Quand on a une journée assez chargée. J'aime bien l'imaginer de dehors. Vous imaginez le fait d'avoir une pression de la journée et entre il vient le petit maman, écoute-moi et tout. Aujourd'hui, on a fait, généralement, ça se fait dans la voiture. Dans la voiture. C'est vrai que déjà, il y a un petit compte rendu qui se fait dans la voiture. En sortant de l'école, voilà. Alors là, si on avait, c'est-à-dire un enfant qui a fait une chose, c'est-à-dire extraordinaire, ou bien il a eu une bonne réponse, il était applaudi, quoi, on va dire. Il avait une bonne remarque à l'école. C'est la première des choses qu'il va, en voyant sa mère ou sa première des choses qu'il va lui raconter. Il va lui raconter, maman, aujourd'hui la maîtresse elle m'a fait, et toute la classe m'a applaudi et tout. Après la maman, peut-être elle est parfois dépassée, ou bien le parent en général, le papa, très bien, c'est bien mon fils. Et le petit encore termine et continue encore de raconter pourquoi. Au fait, c'est bien d'accorder cette attention. Au contraire, ça stimule, ça renforce, ça motive l'enfant à faire encore plus, à donner encore plus. C'est-à-dire des efforts c'est une sorte d'encouragement, quoi. Et déjà, beaucoup de spécialistes disent, Linda va nous le confirmer, qu'en fait, très très souvent, l'enfant en fin de journée, il a dû pendant toute la journée gérer ses émotions, gérer ses interactions sociales, gérer beaucoup de sa communication avec les autres, etc., gérer ses blocages. Et en fait, quand il rentre à la maison, il a besoin de dégager. Et souvent, l'enfant, il est là nerveux, stressé, et ça stresse encore les parents. Donc, je pense que c'est un double travail sur soi. On respire en tant que parent, on respire. On se dit que je dois surmonter mon stress. Je suis fatiguée, mais je donne quand même. On est obligé de le faire, même si on a quand même une journée assez chargée. On se doit donc d'accorder ce temps-là. Je me dois de communiquer avec mon enfant. Créer un petit moment, 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas. Ça fait l'affaire. C'est le fait de donner cette rassurance, cette écoute. L'enfant, c'est déjà, il est quand même, on va dire, épanoui. Il se sent épanoui, il se sent à l'aise, en sécurité. Ma maman, elle m'a donné, malgré
Si elle a fait un effort plus fort qu'elle, en fait, comment on se doit, par exemple, de préparer, on se doit de préparer le dîner, de faire des repas équilibrés à nos enfants, on se doit aussi de leur donner ce temps, ce petit laps de temps. Et on peut le faire en même temps. Donc, les enfants sont dans la cuisine. Moi, j'ai senti qu'avec généralement, les mamans qui peuvent faire plusieurs tâches à la fois. Oui, voilà. On dit que le papa, bon, c'est scientifique, le cerveau de papa. Donc, on a un appel, donc nous avons Selma d'Alger. Selma, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci de votre appel, Selma. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Donc, vous avez une question à poser ou peut-être un témoignage à partager avec nous? C'est-à-dire que je voulais parler justement du silence des enfants par rapport à leur vie scolaire et leur vie du quotidien. Oui. C'est très difficile d'avoir un enfant qui est timide. Et franchement, ça n'aide pas ni dans sa vie scolaire, ni dans sa vie sociale, ni quoi que ce soit. C'est terrible à vivre. Et franchement, on ne trouve pas souvent des solutions à ça. D'accord, donc j'imagine que pour les parents c'est difficile parce que des fois on n'a pas les outils, Selma. Donc est-ce que vous avez un enfant qui est timide? Tout à fait, j'ai un enfant qui est timide, qui a beaucoup de difficultés dans sa vie scolaire parce que il se sent mis à l'écart. Il a vraiment une baisse d'estime de soi et là ça lui crée des problèmes et des échecs scolaires. Très bien. Très bien. C'est principalement, c'est franchement un problème qui est assez grave parce qu'il n'arrive pas à évoluer. D'accord. Ouais. Donc en fait, vous souffrez tout autant que lui. Exactement, oui, exactement, parce que en fait, il se renferme dans son mutisme, même avec ses parents. Il n'arrive pas à s'exprimer il n'arrive pas à exprimer réellement ce qu'il ressent, ni ce qu'il vit avec ses camarades. Et franchement, dans la vie scolaire, les enfants sont cruels. Absolument, absolument, ils sont très méchants. Surtout quand on est adolescent ou préadolescent. Oui, aussi. C'est vrai que c'est un âge qui est très critique. Exactement. Très exactement. Bien. Merci, Selma. Donc, merci vraiment de votre témoignage. Donc, nos spécialistes sont là. Elles vont essayer de vous donner quelques conseils, quelques clés pour essayer un petit peu de rétablir donc la communication et d'inciter surtout votre enfant à peut-être parler un peu plus. Voilà, donc c'est un problème. Oui, c'est un grand problème. Le fait qu'un enfant n'arrive pas à s'exprimer ou bien à parler, il est timide en classe, il ne partage pas avec les autres, il n'arrive pas à participer en classe, ça va influencer, on va dire, sur le plan apprentissage. Quand même, il n'arrive pas quand même à suivre en classe, on va dire, en quelque sorte, donc il va pas assimiler, il ne va pas comprendre. Donc tant qu'enseignant, peut-être ils vont dire que c'est un enfant qui a des difficultés, il ne comprend pas peut-être, mais au fait, c'est la source qui provoque ça, c'est beaucoup plus problème psychologique qui n'arrive pas à le dépasser. Donc, en tant que maman, en voyant son enfant passe dans cette phase-là, moi, ce que je recommande... Donc, elle n'arrive pas, comme on voit par exemple le cas de Selma, elle n'arrive pas à briser le silence avec son enfant. Quand on n'arrive pas en tant que maman, on va demander de l'aide. Justement, voilà, c'était là où je voulais en venir. Donc, de prendre chez une psychologue, d'en parler à un spécialiste. Donc le spécialiste est toujours là pour donner des techniques, pour faire travailler, pour gérer ce problème-là. Donc il prend en charge tout au long, c'est-à-dire tout dépend le besoin de petit. Et peut-être que l'enfant aussi se sentira plus en confiance. Il va être plus en confiance. Parler déjà il est rassuré, oui. donc il est bien entouré, donc il y a une sorte de guidance pour lui, une guidance pour les parents. Même les parents, ils vont savoir comment gérer leur enfant, que ce soit à la maison ou à l'école. Ils peuvent même transmettre ça à son enseignant. Donc, parce que enseignant, voilà, au niveau des parents, ça, quand on connaît la cause, on connaît la cause, c'est bon, genre on arrive à trouver des solutions. Exactement. Donc, par exemple, quand je vois que mon enfant est très timide, il a peur de parler, mais il est intelligent, il ne manque pas d'intelligence, il a des capacités, donc je suis là pour l'aider. Et donc, j'essaye, en tant que maman, c'est-à-dire de présenter mon enfant à son enseignant. Je lui explique que voilà, mon enfant, il ne manque pas d'intelligence, à la maison, il fait ça,
Juste, c'est beaucoup plus par rapport au lieu. Donc, par rapport, peut-être, il n'est pas rassuré. Donc, il faut créer un environnement rassurant. Il faut le faire approcher, par exemple, à côté d'elle, donc à côté de l'enseignante, au lieu de le mettre à l'écart. Et de dire que c'est un enfant qui ne comprend pas, qui me fait, je ne sais pas, des bêtises. Non, au contraire, je le fais rapprocher. J'essaie de le comprendre. Genre, je crée des moyens pour l'aider, en quelque sorte. Et des fois, le spécialiste aide les parents à faire un travail sur eux, parce que très souvent, on pense que le travail se fait, voilà, c'est la guidance, donc elle se fait avec les parents et avec l'enfant. Et puis, de manière générale, moi, je parlerai de contexte, parce que je vois, par exemple, les adultes que j'accompagne, dès qu'ils changent de contexte, ils sont mal à l'aise. Par exemple, les enseignants, ils sont très à l'aise avec leurs étudiants. Mais dès que, par exemple, on les met, ils participent dans une conférence, ils deviennent timides. Soudainement, ben oui, c'est assez contradictoire. Voilà, c'est assez pourquoi? Parce qu'ils ont changé de contexte. Et là, ils sont avec des spécialistes, des professionnels, des professeurs, par exemple. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Voilà. Je me dis que, par exemple, pour les enfants, c'est la même chose. L'enfant en classe, ça peut être différent de l'enfant dans le milieu du sport. Pour ça que c'est bien les activités extrascolaires, je pense que sont très, très importantes. Voilà, parce que, par exemple, l'enfant peut s'épanouir dans une activité extrascolaire. Et on peut travailler sur ça pour justement l'aider à s'épanouir en classe, par exemple. Tout à fait. Donc, voilà. Et Ibtissam, tu peux encore nous donner quelques clés pour, on va dire, essayer de rompre ce silence? Voilà, avec l'enfant ou de manière générale? On va dire de manière générale. Voilà, de manière générale, donc c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est très très important. Donc la confiance en soi, c'est par exemple ce qu'elle a dit Linda. Parfois, on n'a pas confiance en ses capacités linguistiques. Voilà. Alors, par exemple, il y a des personnes, ils me disent, je dis, mais tu parles très bien, par exemple, français, anglais. On a ce bagage lexical. Voilà, exactement. Parfois, il y a des personnes qui se débrouillent, qui se débrouillent dans la langue, mais qui se disent, non, ils se comparent à l'autre. Non, l'autre, il parle mieux français que moi, ou bien mieux anglais que moi, etc. Et je dis, non, tu n'as pas un problème de langue, tu dois travailler sur ta communication, sur ta perception des autres, et en même temps, enrichir et voilà, et ton estime de soi. Il faut commencer par avoir un peu de la bienveillance envers soi. De la bienveillance envers soi. Ça, c'est une clé. Toi, tu viens de me donner. Il faut être bienveillant voilà, avec soi-même. Arrêter d'être dans la comparaison négative. S'inspirer des autres. Et de se lancer des préjugés. Et de voilà, exactement. On se juge inconsciemment. On se juge inconsciemment. Arrêter de s'auto-juger comme ça, de se juger, être bienveillant, croire en ses capacités et en même temps développer ses capacités. C'est pas pour dire du vent ou quoi que ce soit, mais on s'améliore et en même temps on croit en nous. Est-ce qu'il faut être patient aussi? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé de développer ses capacités. C'est ce que je dis toujours aux personnes. Donc il n'y a pas de baguette magique. Non, c'est pas une baguette magique. Pratiquer. C'est de faire un travail sur soi. Voilà, il faut faire un travail sur soi et pratiquer la communication, parce que c'est en pratiquant la communication on va pouvoir se débloquer. Ce que je disais, j'ai fait une story en venant à l'ENTV ce matin. J'ai dit pratiquer. Par exemple, il y a des personnes qui viennent de la télé là, qui vient à l'extérieur et qui nous donne le micro. Tu peux me parler du ramadan, tu peux me parler des courses, tu peux me parler micro-trottoir. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Les micro-trottoirs. Et ben c'est une occasion pour nous de pratiquer notre communication. Si j'ai peur de parler, tiens, c'est l'occasion. Donc c'est en pratiquant dans des situations comme ça très très simples de la vie. On passe dans l'exécution. On passe dans l'exécution, la pratique, et ce n'est pas une baguette de magique, mais avec la pratique, avec ça vient la maîtrise, avec le temps. Donc il faut être patient. Ça c'est pour les adultes. On a donné quelques clés. Maintenant pour les enfants, pour les plus jeunes. Alors pour les enfants, c'est pratiquement pareil, mais au fait, les enfants sont toujours guidés par une personne adulte, donc les parents, l'entourage en quelque sorte. Et la première des choses, c'est de le rassurer. Il est en sécurité. L'enfant, il se sent en sécurité. Il est épanoui. On l'écoute. On essaye, par exemple, de créer des jeux. Par exemple, je vous donne un simple exemple, ce que je fais avec mes patients. Parfois, je leur donne des cartes des émotions et je leur dis, voilà, c'est une sorte de mise en scène. Tu fais cette émotion, par exemple, un enfant qui pleure, un enfant qui est triste, ou bien... Et on essaye de créer, c'est quoi la cause. Et là, je le pousse à s'exprimer. Par exemple, si un enfant il est triste, il va me dire que il fait l'expression de tristesse et l'enfant il va me dire il est triste. Ben, je lui dis, à ton avis, pourquoi il est triste? Et c'est ça ou c'est une sorte d'écoute.
Et c'est ça, je vois comment l'enfant raisonne. Parfois, c'est sa propre expérience. Au lieu de dire, moi j'étais triste parce que voilà ce qui m'est arrivé, bah, à travers cette image, il va me dire, cet enfant est triste parce qu'il était abandonné, sa maman elle est partie, elle l'a laissé tout seul, et il y a eu un vécu, sa tata peut-être elle a crié dessous, je ne sais pas. Il y a une situation qui va être décrite en ce moment-là. Et là, on encourage l'enfant à s'exprimer, à exprimer ses émotions et surtout à entamer un débat sans avoir cette peur, c'est-à-dire avoir cette confiance en lui, sans être jugé, ou bien de lancer non, arrête, toi tu es très sensible. Il faut quand même utiliser des bons mots. Très bien, les bons mots. On arrive à la fin de notre émission. Je peux parler du jeu. Rapidement. On a pour l'instant. Oui, vas-y. En fait, ça me rappelle un jeu que j'avais fait avec un enfant timide en classe et tout. Et j'ai dit, bon, toi tu fais, toi tu es la maîtresse et moi je suis toi. Alors il a commencé à faire... Ça c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, voilà, c'est une mise en scène. Et en une semaine, il était comme ça en classe. D'accord. Non, on le fait généralement avec trouble de bégaiement. Voilà. On se met dans des situations, par exemple, on est chez le marchand, on est chez le docteur. Donc c'est toi le docteur. Ça donne une bonne manière de résultats. De créer cette communication. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'était très rapide. Oui, pourtant, c'était 1 heure. Hein. Voilà, pour vous dire comme quoi c'était passionnant. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été là avec nous, de votre intervention. Merci aussi pour la psychologue qui a intervenu, des appels aussi. On remercie donc les téléspectateurs. On arrive à la fin de notre émission. Je réitère encore, donc je souhaite encore bon courage à nos bacheliers. Inch'Allah, ils auront les résultats qu'ils espèrent. Et bon courage aux parents. Ne soyez pas trop oppressants envers vos enfants. Merci donc de nous avoir suivis. On arrive à la fin de notre émission.